François Mitterrand devant le Parlement, il faut respecter la Constitution, c'est la règle absolue. Allègement des charges pour l'embauche des jeunes, ce devrait être annoncé demain par Jacques Chirac pour relancer l'emploi. 10 morts et une centaine de blessés au nord de Beyrouth, ce sont les chrétiens qui étaient cette fois encore la cible d'une voiture piégée. La comète arrive sur Terre cet après-demain, qu'elle passe au plus près de notre planète. Patrick Hester est allé à sa rencontre dans l'océan Indien. Aujourd'hui, mardi 8 avril, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Ansen, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le message du président de la République au Parlement relève en principe de la tradition républicaine. Mais avec la cohabitation qui régit la vie politique en France depuis maintenant 3 semaines, il prenait aujourd'hui un relief particulier. C'était l'occasion pour le chef de l'État de préciser ce que doit être la règle du jeu entre lui-même, le gouvernement et le Parlement. Avec une idée forte, il faut s'en tenir à la Constitution. Monsieur Mitterrand. Pour la première fois, la majorité parlementaire relève de tendances politiques différentes de celles qui s'étaient rassemblées lors de l'élection présidentielle. Ce que la composition du gouvernement exprime comme il se doit. Devant un tel état de choses, qu'ils ont pourtant voulu, beaucoup de nos concitoyens se posent la question de savoir comment fonctionneront les pouvoirs publics. À cette question, je ne connais qu'une réponse, la seule possible. La seule raisonnable, la seule conforme aux intérêts de la nation, la Constitution. Rien que la Constitution, toute la Constitution. Quelque idée qu'on en ait, et je n'oublie pas moi-même ni mon refus initial, ni les réformes qu'au nom d'un vaste mouvement d'opinion j'ai naguère proposées et que je continue de croire souhaitables. Elle est la loi fondamentale. Il n'y a pas en la matière d'autre source du droit. Tenons-nous-en à cette règle. Donc le texte de François Mitterrand lu il y a un instant par Jacques Chaban-Delmas à l'Assemblée nationale devant les députés. Alors autre thème abordé par François Mitterrand dans ce texte, alors que les institutions de la Ve République sont à l'épreuve des faits, le rôle précis du Parlement. C'était un point attendu alors que le gouvernement s'apprête à recourir aux ordonnances pour faire adopter un certain nombre de textes. Et sur ce sujet, François Mitterrand a apporté quelques précisions sur ce que doit être, selon lui, la règle à suivre. L'article 38 autorise les ordonnances et la plupart des gouvernements, y compris dans la période récente, ont eu recours à cette procédure. Aussi n'ai-je pas cru devoir en refuser la faculté au gouvernement actuel, après lui avoir rappelé cependant que de grandes réformes de la précédente législature, comme la décentralisation, les nationalisations, les droits des travailleurs, les nouvelles libertés, l'aménagement du temps de travail, avait suivi la voie législative normale. Je pense donc que les ordonnances, dont j'ai déjà dit qu'elles ne pourraient revenir sur les acquis sociaux, devront être peu nombreuses et les lois d'habilitation suffisamment précises pour que le Parlement et le Conseil constitutionnel se prononcent en connaissance de cause. J'ai fait part de cette observation à Monsieur le Premier ministre lorsque m'ont été présentés les 2 projets de loi qui seront examinés demain par le Conseil des ministres. Elle me paraît d'autant plus nécessaire que la combinaison des ordonnances et de l'article 49, 3e alinéa de la Constitution, risquerait en fin de compte de réduire à l'excès la délibération des assemblées. Voilà donc pour les points saillants du texte du chef de l'État, lu donc à l'Assemblée nationale par Jacques Chaban-Delmas et au Sénat par Alain Poher devant les sénateurs. Alors on pourrait l'intituler ce texte « Cohabitation mode d'emploi vu de l'Élysée », Paul Amar. Absolument, les termes mesurés du chef de l'État, lus sur un ton neutre et décrispé par le président de l'Assemblée nationale, ne laissent aucun doute sur les intentions de François Mitterrand. Il entend bien jouer le jeu. Il l'avait dit le 17 mars, le lendemain du scrutin. Il n'a pas changé d'avis après 3 semaines de coexistence. Un événement important s'est pourtant produit au cours de cette première période, la dévaluation du franc. Une dévaluation dénoncée vivement par Laurent Fabius, Pierre Joxe et Pierre Bérégovoy. Mais François Mitterrand, lui, n'a pas dit un mot sur cette mesure prise par Jacques Chirac et Édouard Balladur. Apparemment, elle ne constitue pas à ses yeux un motif de rupture. Mais il ne l'assume pas pour autant. Et là, c'est explicite.
En rappelant avec précision le partage des rôles défini par la Constitution, le chef de l'État a insisté sur le fait que le Premier ministre et son gouvernement étaient totalement responsables de leur politique économique et sociale. Coexistence, oui. Cogestion, non. Et pour bien marquer cette distance avec le programme de Jacques Chirac, François Mitterrand a de nouveau précisé qu'il pourrait refuser de signer certaines ordonnances. Mais il l'a fait davantage pour prendre date que pour mettre en garde. Jacques Chirac l'aura sans doute compris, l'union continue, même si elle est plus libre que jamais. Voilà donc pour les propos du chef de l'État lus devant le Parlement et le commentaire qu'on pouvait en faire à chaud, que vous veniez de faire à chaud, donc Paul Amar. Nous allons maintenant voir comment ce texte a été accueilli par les députés et quel est ce soir le climat à l'Assemblée nationale avec Daniel Brem et Jean-Louis Le Senne qui ont suivi cette journée. La lettre suivante. Tous debout. Quand Jacques Chaban-Delmas a pris la parole pour donner lecture du message de François Mitterrand, tout le monde s'est levé. Tout le monde, sans exception. J'ai décidé d'adresser un message au Parlement. Mais 10 minutes plus tard, seuls les socialistes applaudissaient. Des socialistes visiblement emballés par le texte présidentiel. Très bien. Très beau message. Magnifique message. Dense. Excellent. Côté majorité, on n'est pas aussi spontané dans les réactions. Vous pensez du message? On va vous répondre dans un moment. Après réflexion, le RPR et l'UDF distinguent nettement deux parties dans le message du président. Nous ne pouvons qu'être parfaitement d'accord avec la première partie de l'intervention de M. Mitterrand, lorsque M. Mitterrand déclare que, avec une nouvelle majorité, différente de celle du président de la République, il faut appliquer toute la Constitution et rien que la Constitution. C'est ce que nous avons dit, et moi personnellement notamment, pendant toute la campagne électorale, toute la Constitution, rien que la Constitution. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en le faisant, ça marche. En ce qui concerne les ordonnances que tous les gouvernements ont utilisées, il est certain qu'il n'appartient pas au président de la République de faire le tri parmi les ordonnances. C'est au gouvernement et à lui seul d'en décider. Pour le Parti communiste, Georges Marchais continue de renvoyer tout le monde dos à dos. On avait dit que le président ferait des réserves sur la dévaluation. Je constate que cela n'a pas été le cas. Et en second lieu, je m'étonne que le président de la République attende de la majorité de droite existant dans cette Assemblée la politique de plein emploi et de progrès social que la majorité socialiste n'a pas été capable de réaliser hier. Cinquième de la bande des quatre, le Front National. Stirbois remplace Le Pen, qui se réserve pour demain. Limité comme la Je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant demain de connaître la déclaration du Premier ministre, M. Jacques Chirac, pour voir s'il y a de sa part une volonté de rompre avec le socialisme, ou si au contraire nous nous acheminons vers une sorte de gouvernement social-démocrate qui précisément serait souhaité par le président de la République. Rendez-vous donc demain, même endroit, pour le premier acte politique majeur du nouveau gouvernement, la déclaration de Jacques Chirac face à l'Assemblée. On pourra alors faire les comptes. Un commentaire de Rachid Arabe. Alors, hormis cet épisode présidentiel devant le Parlement, les travaux des députés se sont poursuivis aujourd'hui comme de coutume. On en est toujours à la mise en place de la mécanique qui va permettre à la nouvelle Assemblée de fonctionner. Ainsi, aujourd'hui, les 6 présidents des commissions permanentes ont été élus. Il s'agit de Jean Lecanuet, député UDF, pour la commission des Affaires étrangères, de François Fillon, du RPR, pour la commission de la Défense nationale, de Michel Dornano, de l'UDF, pour la commission des Finances, de Jacques Toubon, qui est secrétaire général du RPR, pour la commission des lois. Voilà, monsieur Toubon. Il y a aussi Jacques Barrot, pour la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Ça, c'est Jacques Barrot. Monsieur Barrot, donc, qui siège sur les bancs de l'UDF. Quant à Jacques Dominetti, lui aussi UDF, on va le voir. Jacques Dominetti, il présidera la commission production et échange. Bon, on ne voit pas monsieur Dominetti. Voilà, les 6 présidences, le voilà. Les 6 présidences de ces commissions sont donc revenues à la majorité. Il y avait aussi une dernière formalité à régler aujourd'hui, celle de la répartition des députés dans l'hémicycle, un problème géographique difficile, puisqu'il y a eu quelques incidents de frontières, personne, semble-t-il, ne voulant se trouver ostensiblement aux côtés du Front National. Il a donc fallu 3 heures au président de groupe pour régler ce difficile problème. Olivier Lerner. Un véritable exercice de géométrie politique pour découper cette moitié de camembert en 6 parties. Les 35 élus du Front National siégeront à l'extrême droite sur les derniers rangs de l'hémicycle, loin, très loin des bancs du gouvernement. Le RPR reste soudé, géographiquement parlant, à droite de l'hémicycle. Les Chiraciens occuperont la partie basse,
en contact à la fois avec les bancs des ministres et avec ceux du Front National. L'UDF se retrouve éparpillé sur près des 2/3 de la salle. En haut, à droite, collé au Front National, une autre petite moitié au-dessus du RPR, le reste au-dessous du Parti Socialiste. À gauche, les deux partis ont retrouvé plus facilement leur place. Le PS occupe, comme auparavant, la moitié gauche, et à l'extrême gauche, les élus communistes ont accès aux places situées tout en bas. Quant aux 9 élus non inscrits, ils siégeront en haut du fromage entre l'UDF et le Parti Socialiste. Dès demain, les députés occuperont leur place définitive, mais l'on doit s'attendre à quelques grincements de dents. Pour les questions au gouvernement du mercredi, seulement quelques places permettent d'être dans le champ des caméras. Voilà, ce sera donc la nouvelle géographie de l'hémicycle. J'ajoute cette précision, Raymond Barre devrait demain voter la confiance après la déclaration de politique générale de Jacques Chirac. Monsieur Barre qui expliquera alors les raisons de son vote dans un communiqué. Il faut se souvenir que l'ancien Premier ministre avait affirmé tout au long de la campagne électorale qu'il ne voterait pas la confiance à un gouvernement de cohabitation. Le paysage politique terminera de se mettre en place demain, avec donc le point fort de cette rentrée, la déclaration de politique générale de Jacques Chirac. Mais les grandes manœuvres économiques et sociales ont déjà commencé. Le coup d'envoi en a été donné par Édouard Balladur au soir du réaménagement monétaire, avec une mesure qui avait suscité quelques réactions sévères. C'est le gel des salaires des fonctionnaires. Aujourd'hui, le ministre de la fonction publique, M. De Charette, a précisé ces mesures en admettant le principe d'une clause de sauvegarde, comme le souhaitaient la plupart des syndicats. Ces explications. En masse salariale, le pouvoir d'achat des fonctionnaires sera maintenu. Et je vais même ajouter une précision. S'il s'avérait que le taux de l'inflation soit supérieur à celui qui est aujourd'hui prévu par les experts du gouvernement, eh bien, nous aurions à rediscuter avec l'ensemble des organisations syndicales sur l'application d'une clause de sauvegarde des rémunérations des fonctionnaires. Il n'est donc pas question d'une perte de pouvoir d'achat de la masse salariale globale des fonctionnaires. Ces précisions du ministre n'ont pas suffi, semble-t-il, à rassurer la CGT qui appelle de son côté à une journée d'action. Ce sera le 29 avril prochain. L'un des soucis prioritaires du nouveau gouvernement se rapporte à l'emploi, et notamment à l'emploi des jeunes, avec des mesures que devrait annoncer demain Jacques Chirac. Mais le CNPF avait pris les devants en faisant dès aujourd'hui le bilan du programme alterné des jeunes dans les entreprises. 300 000 jeunes ont ainsi été placés dans les entreprises françaises, mais Yvon Gattaz, le président du CNPF, estime qu'ils pourraient être beaucoup plus nombreux. Il parle de 500 000 jeunes, à condition toutefois que le gouvernement lui donne un coup de main, en l'occurrence une petite poignée de milliards de francs. Monsieur Gattaz. Il faudrait une exonération sur les charges des entreprises pour cette formation, comme c'était autrefois pour les contrats d'apprentissage. Et enfin, si on voulait développer l'ensemble de cette formule, eh bien, il faudrait apporter les crédits budgétaires nécessaires, car les entreprises ont fait le maximum de ce qu'elles pouvaient. Quels nouveaux objectifs vous pourriez vous fixer, et puis combien ça coûterait à l'État ? Écoutez, nous pensons qu'un chiffre de 500 000 pourrait être atteint et nous pensons que pour l'État, ça serait une dépense budgétaire de l'ordre de 3 milliards à 3 milliards et demi. Voyez-vous, c'est un coût par stage qui est raisonnable étant donné les bons résultats qu'on obtient et l'insertion qu'on obtient dans les entreprises par la suite. Alors ça, c'est donc ce que demande le CNPF par la voix de son président, Yvon Gattaz. Alors Gérard Leclerc, est-ce qu'il a des chances de l'obtenir ou c'est juste pour le jeu? En partie seulement. Notons déjà pour l'anecdote un désaccord sur les chiffres puisque le ministère de l'Emploi n'a enregistré lui que 150 000 jeunes en formation en alternance et non 300 000 comme l'affirme le CNPF. Quant aux demandes de M. Gattaz, d'inspiration peu libérale, fait-on remarquer, elles sont jugées intéressantes mais trop chères pour un effet incertain sur l'emploi. Selon toute vraisemblance, l'État prendra à sa charge une partie, mais une partie seulement des cotisations sociales liées à la formation ou à l'embauche définitive des jeunes. Deux possibilités, un allègement jusqu'à 50% de toutes les charges sociales ou bien l'exonération des seules cotisations familiales. Ces mesures figureront dans les ordonnances et seront financées par le collectif budgétaire. Notons encore qu'après réflexion, le gouvernement a décidé de maintenir les TUC, les travaux d'utilité collective, en facilitant seulement leur sortie vers un véritable emploi. En revanche, l'idée d'un SMIC réduit pour les jeunes est abandonnée. Elle était trop impopulaire auprès des syndicats et des salariés. On en saura plus demain donc avec le discours de M. Chirac. Une conséquence du réaménagement monétaire du week-end, voici que reviennent à la surface les fameux montants compensatoires monétaires, les MCM, qui font grincer des dents aux agriculteurs français. Alors il faut savoir que ce retour est automatique après une dévaluation et tout aussi automatique la grogne des syndicats agricoles tels que la FNSEA qui vient tout juste demander leur démantèlement immédiat.
Les explications d'Ève Mettet et la réaction du nouveau président de la FNSEA, M. Lacombe, qui a rencontré tout à l'heure Maryse Manot. C'était à Brest. Principe de base de la politique agricole européenne, un niveau de prix unique pour chaque produit agricole dans les différents pays de la communauté. Le franc étant dévalué, face aux autres monnaies qui ont été réévaluées ou qui sont restées stables, le niveau des prix agricoles français baisse par rapport à celui de ses concurrents étrangers. Situation intéressante bien sûr pour les agriculteurs français puisqu'ils peuvent alors exporter plus facilement et que les importations en provenance de l'étranger plus chères sont de ce fait limitées. Malheureusement pour eux, la règle commune impose le retour au niveau de prix unique. C'est alors qu'entrent en jeu les montants compensatoires. Ils viennent compenser les effets de la dévaluation. Ils interviennent comme des taxes à l'exportation et des subventions à l'importation. L'équilibre est restitué, l'effet de la dévaluation pour les agriculteurs annulé. Selon les propositions de la Commission européenne, les montants compensatoires s'appliquant à la France seraient de 4,7% pour le vin, le porc et le lait, 6,3% pour les autres produits. Ces chiffres ne sont pas définitifs. La France a annoncé qu'elle demandera le démantèlement des montants compensatoires, en principe au moment des négociations de prix. Mais la FNSEA, elle, veut ce démantèlement tout de suite. Il faut à tout prix que ces montants compensatoires soient démantelés aussitôt. C'est ce que nous allons demander immédiatement au ministre de l'Agriculture et au gouvernement français pour qu'il puisse y avoir une réactualisation des prix agricoles français. Mais apparemment, à Bruxelles, on n'est pas tout à fait d'accord. On dit qu'il faudra attendre la fixation définitive des prix agricoles. Cela risque de faire long. Ben justement, c'est là où nous sommes un peu inquiets, car effectivement, si on attend la fixation des prix agricoles à Bruxelles, cela peut attendre quelques semaines, voire quelques mois, parce que ce n'est pas encore fini. Alors nous allons demander, nous, qu'il y ait une discussion spéciale là-dessus pour que ces montants compensatoires soient démantelés le plus vite possible dans les semaines qui viennent. Et si ça n'arrive pas? Ben, si par malheur ça n'arrivait pas, vous savez que là-dessus nous sommes quand même très fermes et nous allons bien sûr faire en sorte que par l'action syndicale on puisse nous écouter. Les vins italiens ne seront plus exportés sans certificat d'analyse, une mesure qui s'imposait après le scandale des vins trafiqués au méthanol. 4 wagons de vin en provenance d'Italie ont ainsi été interceptés aujourd'hui en Savoie par la douane française et apparemment ce vin contenait justement du méthanol. À Berlin-Ouest, 27 grammes de ce même méthanol ont été retrouvés dans le reste d'une bouteille. Il faut savoir que 10 grammes suffisent pour tuer quelqu'un. L'affaire a pris une telle ampleur que le ministre italien de l'Agriculture était aujourd'hui tour à tour en Allemagne et en France pour expliquer les mesures antifraude décidées par son pays. C'est le seul moyen d'en finir avec cette affaire qui a déjà fait 20 morts au moins. Michel Perrault. C'est par Bonn que le ministre italien de l'Agriculture, Filippo Pandolfi, a donc commencé sa tournée d'explication. Autour d'un buffet arrosé seulement d'eau minérale, on n'est jamais trop prudent, le ministre italien a tenté de rassurer son homologue de Bonn. En effet, au moins 6 consommateurs allemands auraient déjà été intoxiqués après avoir bu du vin frelaté italien. Une population d'autant plus sensibilisée après l'affaire des vins autrichiens à l'antigel. Une rencontre essentielle pour M. Pandolfi. L'Allemagne est en effet le premier importateur de vins italiens. Et puis, deuxième étape à Paris, même démarche. Dès ce soir, le ministre italien doit rencontrer François Guillaume afin de rassurer les importateurs et les consommateurs français. Je dois illustrer les mesures très sévères que le gouvernement italien a immédiatement adoptées pour donner une garantie aux pays importateurs. Quel type de mesures? Nous avons adopté dès le 28 mars, c'est-à-dire seulement quelques jours après la découverte de cette affaire criminelle, nous avons, par un décret, obligé les exportateurs italiens à accompagner les exportations par une certification spéciale en ce qui concerne la présence ou bien l'absence de méthanol dans le vin. Nous avons perfectionné ce décret aujourd'hui en extendant les vins auxquels s'applique cette obligation. Selon M. Pandolfi, les autorités italiennes contrôlent parfaitement la situation aujourd'hui. La justice connaît en détail les dates et les destinations exactes des 260 tonnes de méthanol. Les mesures de contrôle à l'exportation ne devraient être alors assouplies que lorsque tout danger serait totalement écarté.
Le Liban de la violence avec une nouvelle voiture piégée qui a explosé ce matin dans un quartier commerçant du port chrétien de Jounieh, c'est au nord de Beyrouth. Un attentat sauvage qui a fait 10 morts et 110 blessés aux abords d'un centre commercial qui était bondé à l'heure du déjeuner. Philippe Gassot. Comme chaque fois, le véhicule a été placé dans un quartier très animé à une heure de pointe. Selon les spécialistes, le véhicule contenait 75 kilos d'explosifs. Voici tout ce qui reste de la Grand Place. Cette fois, c'est le port chrétien de Jounieh qui était visé. Jusqu'à présent, la ville située à 20 km au nord de Beyrouth avait été épargnée par ce genre d'attentat. Le port est pour les chrétiens libanais qui délaissent l'aéroport en zone musulmane la seule porte de sortie ouverte vers l'étranger. Les terroristes ont choisi de porter la mort en plein sanctuaire chrétien. Le message est clair, où qu'il soit, les chrétiens ne sont pas en sécurité sur le sol libanais. C'est là le 5e attentat à la voiture piégée en secteur chrétien depuis le début de l'année. Le bilan est terrible, au total 47 morts et 239 blessés. L'arrestation de 2 responsables d'Action Directe ces dernières semaines va sans doute permettre d'en savoir plus sur le groupuscule. 150 kilos, c'est-à-dire 10 valises de documents, ont été saisis qui sont maintenant épluchés par les policiers et par les magistrats lyonnais. Avec quelques inquiétudes ce matin après un soi-disant appel de Jean-Marc Rouillant, le chef d'Action Directe, qui menaçait de s'en prendre aux Lyonnais si son lieutenant André Olivier, qui a été arrêté récemment, n'était pas libéré. Mais apparemment, la police ne prend pas ces appels très au sérieux. Écoutez le commentaire de notre envoyé spécial, c'est Hervé Brusini. Présence policière dans quelques lieux publics ici à Lyon, mais pas d'état de siège. Pour les enquêteurs, l'homme qui a ce matin au téléphone menacé la ville de représailles, si André Olivier, arrêté le 28 mars dernier, n'était pas libéré, cet homme ne serait pas Jean-Marc Rouillant. La voix n'était, semble-t-il, pas celle du chef historique d'Action Directe. Et puis Rouillant, affirment les policiers, n'a encore jamais proféré de telles menaces. Ce qui concentre en revanche toute l'attention des hommes de la DST et de la Direction régionale des renseignements généraux, c'est bien l'exploitation des documents découverts ici même. Sur les hauteurs de Saint-Étienne, Joëlle Crépé, la compagne d'André Olivier, avait là son appartement, précisément au 8e étage de la résidence Lapinède où elle n'était guère connue. Pourtant, derrière cette porte, les policiers ont pu s'en apercevoir, le couple avait la manie de l'archive. Tout sur les attentats et leurs revendications, les hold-up, les armes, les amis, les filières, tout sur l'activité des terroristes français depuis 1983. Une sorte de journal de bord qui permet à présent de mieux comprendre Action Directe. D'abord, le groupe français ne serait que la réunion de plusieurs groupuscules. Ensuite, André Olivier, Joëlle Crépé et Bernard Blanc, tous 3 actuellement sous les verrous, et leur 4e complice, Max Frérot, actuellement en fuite, étaient peut-être les membres du plus structuré, du plus efficace de ces groupuscules. Ici à Lyon, il avait d'ailleurs sa singularité. Pour les opérations risquées, il avait l'habitude de faire appel aux hommes du milieu lyonnais. Pas étonnant alors si ce matin, à Paris, le juge Bruguière, spécialisé dans les affaires d'Action Directe, nous déclarait « Je ne peux pas ne pas aller faire un tour à Lyon. J'ai comme l'impression que là-bas, je pourrais faire de très beaux recoupements. » Terrorisme encore avec l'assassinat, mais en Grèce cette fois, d'un industriel qui était abattu dans le centre d'Athènes, un attentat qui était revendiqué par un commando qui se dit du 17 novembre. L'ancien ennemi public numéro 1 devant ses juges, Lionel Cardon comparaissait aujourd'hui devant les assises de Paris pour le meurtre d'un motard de la gendarmerie et pour la séquestration de 4 personnes dans le cabinet d'une avocate parisienne. Cardon qui devra ensuite, dans un autre procès, s'expliquer sur le meurtre des époux Aran assassinés près de Bordeaux dans la Gironde. Le portrait de Cardon et l'ambiance de ce procès ce soir avec Paul Lefebvre. Lionel Cardon, 28 ans, élégant, fine moustache, langage châtié, beau garçon, mais drôle de personnage. Pour le définir, peut-être une expression d'un psychiatre. Cardon Zorro, Cardon zéro. Cardon Zorro, c'est lui tel qu'il se définit, tel qu'il veut vivre, tel qu'il veut apparaître. Cardon zéro, c'est la réalité de l'homme, mégalomane, immature, instable, anxieux profond, un équilibre fragile, le vide sous l'écorce. Durant une bonne heure, ces 3 avocats ont essayé de faire reporter le procès, en somme de faire juger la cavale de Cardon dans un ordre chronologique. D'abord Bordeaux, l'affaire Aran, ensuite Paris. Le président Xavier Versini et ses assesseurs ont répondu « Non, on juge ce qui est prêt à juger, la justice et les victimes n'ont que trop attendu ».
Alors demain, Cardon va devoir s'expliquer sur la mort du brigadier Auchard, abattu par lui de 2 balles dans le bois de Boulogne. Policier champion de tir qui, durant la poursuite de 10 km dans Paris, n'a lui pas du tout dégainé. 2 avions Alpha Jet de l'armée de l'air française se sont heurtés en plein vol au large de la Charente-Maritime. Les Alpha Jet sont des appareils d'entraînement. L'accident s'est produit cet après-midi dans des circonstances qui demeurent pour le moment inexpliquées. 2 pilotes sont portés disparus. Le 3e a été récupéré, transporté à l'hôpital ou dans un hôpital militaire de Bordeaux. Une image maintenant, celle de celui que l'on appelle le serpent, Charles Sobrage, arrêté hier près de Bombay. Le voici, c'est le Landru du sud-est asiatique. Il est responsable de 15 meurtres. Il était en cavale depuis 3 semaines. Il est tombé hier dans un piège tendu par la police. La Thaïlande réclame maintenant son extradition et dans ce pays, il risque la peine de mort. Voici donc Charles Sobrage, arrêté hier par la police indienne. La comète de Halley s'apprête à frôler la Terre, c'est pour après-demain. On aura bien attendu, mais nous ne verrons rien, car tout se passera dans l'hémisphère sud, de l'autre côté de la Terre. Du coup, quelques fortunés, qui ont donc les moyens, se sont offerts le voyage dans l'océan Indien. Parmi eux, il y avait un privilégié, c'est notre spécialiste Patrick Esther. Voici son reportage. Allez, soyons francs, en novembre-décembre, pratiquement personne n'avait réussi en France à voir la comète de Halley. C'est pourquoi les véritables amateurs, comme ces jeunes collégiens du club Pulsar d'Antibes, ont fait le voyage à La Réunion. En faisant appel à toutes sortes de financements publics et privés, ils ont réussi à rassembler les 230 000 francs nécessaires. Eux pourront dire qu'ils ont vu la comète, ils l'ont même photographiée toutes les nuits pendant 2 semaines. 2000 personnes ont fait le voyage dans l'hémisphère sud, Brésil, Réunion, île Maurice. Les nuits blanches, l'œil rivé au télescope monté sur la plage, certains ont découvert des merveilles. Oh, it's wonderful. It's bright. To say about the comet. It's fabulous. It's fabulous. C'est une merveille, cette comète. Une queue bien dessinée, absolument magnifique. Il fallait vraiment venir la voir, là? Ah oui, absolument. Mais au petit matin, d'autres ne cachaient pas leur déception. Je m'attendais à voir réellement une étoile, une tache lumineuse avec une queue longue. Et puis finalement, c'est une grosse tache blanche qui est très floue. Et puis la queue c'est quelque chose d'assez large comme un éventail. Alors, c'est pas ce qu'on se représentait d'après les pronostics. Et une fois encore, il a fallu faire appel à la technologie de pointe pour vous montrer cette fameuse comète. Une vue réalisée par la caméra électronique du club d'astronomes de Toulouse, branchée sur l'ordinateur de la MJC de Carcassonne. Une image qui ressemble beaucoup à celle envoyée par la sonde européenne de Giotto, mais rien à voir, hélas, avec les représentations fantastiques de 1910 lors du dernier passage. Une comète qui jusqu'au bout aura donc joué à cache-cache. Il y a un tiercé demain, c'est exceptionnel, mais le terrain était mauvais ces jours derniers, donc il y aura un tiercé exceptionnel à Auteuil. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Elle vous suggère de jouer le 15, le 10, le 8, le 11, le 16, le 9, le 3 et puis le 17. La météo maintenant, la météo, une vilaine météo avec Laurent Boussier. Et oui, ça tourne mal, ça tourne. La Terre tourne, les vents tournent et les nuages tournent autour des dépressions. Alors on regarde tourner tout ça sur la photo satellite avec cette dépression sur le golfe de Gascogne et puis ce front occlu rétrograde qui petit à petit revient. Alors en force de tourner, il revient encore une fois sur la France. Alors 3e jour consécutif de carte du temps prévu pour demain, extrêmement nuageuse avec des nuages partout, peut-être quelques éclaircies juste sur le Poitou-Charentes et sur les bords de l'Aquitaine. Un temps très nuageux avec des nuages et de la pluie, surtout sur l'est du Massif central, les Alpes, la Corse et le nord-est. Côté température, elles sont, mais alors vraiment très légèrement en hausse. C'est vraiment pour le dire, de 9 à 12 degrés sur la moitié nord et de 7 degrés à Aurillac jusqu'à 18 degrés à Ajaccio sur la moitié sud. Je vous dis, c'est vraiment pour le dire. Demain sera le mercredi qui arrive, mercredi 9 avril. Le soleil se lèvera à 7h14, se couchera à 21h31. 3 minutes de soleil en plus et nous fêterons les Gautier. Vous retrouverez Bernard Pradino pour le tout dernier journal. Ce sera vers 23h30, demain 6h45 Télématin. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à 20h. Très bonne soirée au cinéma sur Antenne 2.